Bonjour, mesdames et messieurs. Maï Sako a été annoncée. Hamza Diaby est là. Maï Sako et moi avons préparé ce journal. Elle sera avec vous demain, 6h30. Le président de la République a rencontré hier, mercredi, le président français François Hollande à l'Élysée en France. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des adieux au chef de l'État français avant son départ du pouvoir en mai prochain. Viviane Naïma. Au 5e jour de son séjour en France, ce mercredi 15 mars, le président de la République Alassane Ouattara a été reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Le chef de l'État ivoirien, qui n'avait pas pu participer personnellement au dernier sommet France-Afrique le 14 janvier dernier à Bamako, et au cours duquel l'ensemble des chefs d'État africains a rendu un vibrant hommage au président français François Hollande, pour ses initiatives de développement en faveur de l'Afrique et pour son engagement contre l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest, tenait à traduire à son tour, à travers cette visite, son estime personnelle au chef de l'État français. J'ai demandé à venir saluer le président François Hollande pour l'étroitesse des liens que nous avons tissés au cours de ces 5 dernières années. Et évidemment, il a décidé de ne pas être candidat pour un second mandat. Et nous avons souhaité venir le saluer, le remercier pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le continent africain. Aussi bien tisser des relations amicales et cordiales avec nous, mais également nous aider à faire progresser nos économies vers plus de développement, plus de paix et engager cette lutte contre le terrorisme. N'eût été son intervention au Mali, beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest auraient été en très grande difficulté. Donc je suis venu lui dire que nous voulons lui rendre hommage. Les chefs d'État l'ont fait à Bamako, à l'occasion du sommet Afrique-France, mais je tenais personnellement à venir lui dire toute notre gratitude à lui-même, à toute son équipe et bien sûr au peuple français. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi accepté de répondre aux questions des journalistes sur différents aspects de l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment l'agrobusiness. L'agrobusiness est un problème d'escroquerie par un certain nombre de personnes qui font l'objet de poursuites. Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis et les remboursements ont commencé aujourd'hui. Il faut protéger les Ivoiriens contre de telles pratiques et c'est cela notre rôle et nous l'avons engagé. Et sur les revendications salariales des fonctionnaires. Les grèves, on en voit ici, on en voit partout. La Côte d'Ivoire est une économie dynamique, les choses se passent bien. Les fonctionnaires, après 25 ans de blocage de salaire, ont eu des augmentations de salaire de 20 à 50% au cours des 4 dernières années. Ben, nous le savons tous, l'appétit vient en mangeant. Donc ils en demandent plus, nous négocions et nous ferons pour le mieux. Il faut tout simplement s'atteler à réduire le taux de pauvreté que nous avons commencé à faire et faire en sorte que le plus grand nombre d'Ivoiriens puissent profiter de la prospérité économique que la Côte d'Ivoire vit en ce moment. Visite donc de remerciements et d'au revoir du président Alassane Ouattara au président français François Hollande avant son départ du pouvoir au mois de mai prochain. Le chef de l'État en parlait il y a quelques instants. L'actualité, c'est aussi l'affaire agrobusiness. Le remboursement des souscripteurs qui devait se faire hier a été décalé de 24 heures. Le ministère de l'Économie et des Finances justifie ce report par le fait que les autorisations de virement sur les comptes des souscripteurs ont été faites ce mercredi. Et pour la première phase du remboursement, 7 structures d'agrobusiness sont concernées sur les 21 identifiées. Commune du Plateau. Nos investigations pour vérifier l'effectivité du remboursement des souscripteurs d'agrobusiness ce mercredi nous conduisent dans plusieurs banques. Les souscripteurs devraient être payés par virement bancaire. Les ordres de virement vont être déposés dans les banques et les banques donc vont exécuter ces ordres-là. Donc dès cet après-midi jusqu'à demain,
ceux qui sont donc concernés verront les ressources sur leur compte bancaire. La première phase de l'opération de remboursement démarre jeudi et court jusqu'au mardi prochain. Elle ne concerne que les souscripteurs des 7 premières entreprises retenues sur les 21 par le comité de veille. La liste des personnes concernées et les montants à percevoir sont disponibles sur le site www.agrobusiness.ci. L'administrateur séquestre signale que certains souscripteurs ne sont pas éligibles au remboursement. Drissa Kone ajoute que les taux de remboursement varient d'une structure à une autre selon les soldes disponibles sur les comptes. Les ressources disponibles sur les comptes sont insuffisantes pour procéder au remboursement. Les instructions ont été données donc à la justice de faire en sorte d'identifier des actifs et même peut-être des comptes, des comptes satellites, de les identifier, réaliser ces actifs-là et avec les produits qui vont donc être générés, procéder au remboursement complémentaire. Plusieurs dispositions ont été prises pour réussir l'opération. S'il y a des cas de réclamation, nous rendrons compte au gouvernement qui va nous dire donc la séquence à suivre. La deuxième phase du remboursement démarre à partir du 16 mars prochain, selon le chronogramme de l'administrateur séquestre. Et justement, pour apporter toutes les précisions sur ce remboursement, l'administrateur séquestre donc était sur le plateau du 20h hier avec Fatou Fofana. Il a parlé d'un peu de tout qui est concerné par le remboursement. Quelles sont les dispositions pratiques à observer pour se faire rembourser dans les banques, entre autres? Quel est le mode opératoire? Pourquoi le taux de remboursement diffère d'une structure à une autre? Et quelles sont les dispositions prises pour le remboursement? Je vous en propose un extrait. Lors des différents travaux que nous avons conduits, la règle était que les remboursements se feraient en fonction des ressources disponibles. Donc le niveau de ressources qu'on avait pour les 7 premières entreprises dont on a parlé permettait déjà de rembourser jusqu'à au moins 50%, je vais dire, des capitaux investis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision de justice est venue, on va dire, geler des comptes au mois de janvier. Donc on suppose que ceux qui devraient percevoir ce qu'ils appellent leur revenu ou le RSI devraient le percevoir en janvier ou en février ou en mars. Parce qu'on suppose que ceux qui devraient les percevoir beaucoup plus tôt les ont certainement reçus. Plusieurs questions se sont posées. C'était de savoir comment les souscripteurs pouvaient avoir accès aux listes. Donc les listes sont actuellement disponibles. On les a mises et les listes ne concernent que les 7 entreprises qui ont été identifiées. Il y a des ressources qui ont été mobilisées par chacune des entreprises et chaque entreprise a utilisé les ressources à sa façon. Et en fait, quand on regarde le niveau de taux de remboursement en fonction des entreprises, on doit se réjouir de l'action de l'État. Parce que le fait d'avoir anticipé sur certaines entreprises, il y a des prélèvements qui n'ont pas pu être faits. Donc c'est ce qui explique que les ressources sont encore disponibles. Mais par contre, quand on regarde d'autres entreprises, non seulement les ressources n'ont pas servi au remboursement des souscripteurs, mais c'est que ces ressources-là ne sont plus disponibles sur les comptes. Donc ça explique les taux. C'était donc Kone Drissa, l'administrateur séquestre, qui nous parlait des méthodes de remboursement aux souscripteurs. Depuis quelques jours, de vives tensions ont éclaté à Azaguié, dans l'Agnébi-Tiassa, au nombre des pommes de discorde, la répartition des places de vente au corridor entre femmes autochtones et allogènes. Alexis Ouedraogo est allé sur place pour en savoir plus. Son reportage. Azaguié, à quelques 45 km du sud d'Abidjan, a été le théâtre en début de semaine d'affrontements entre autochtones et allogènes, causant le déplacement de plusieurs populations. Moi qui suis né ici, j'ai aujourd'hui près de 55 ans dans le village, je ne comprends rien. Mais il a suffi d'un petit problème que les jeunes gens savent prendre des renforts pour venir faire des pillages, comme vous constatez maintenant là. Depuis décembre dernier, des disputes entre jeunes des différentes communautés ont dégénéré et sont même allés à l'affrontement. Conséquence, la cohabitation entre les peuples est aujourd'hui difficile. Vraiment, la situation perdue, nous demandons à toutes nos jeunesses de mettre bas la terre. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Tout ce qu'on fait là, parfois, c'est l'orgueil qui fait que
ce qui ne doit pas être fait, on va jusqu'à commettre des actes délictueux. Les leaders communautaires prônent l'apaisement. Les rencontres se multiplient sous l'égide des autorités administratives en vue de ramener le calme. Il faut que ça s'arrête. Nous demandons aux jeunes gens qui sont en possession de ces armes-là de laisser tomber les armes et que la paix revienne dans le village. Nous qui sommes bien, nous avons vécu beaucoup longtemps entre nous, il n'y avait pas eu de problème. Nous voulons nous demander aux jeunes de continuer comme nous, à vivre ensemble, de faire notre travail sans problème. Nous avons passé cette journée de mercredi ici à Azaguié, précisément au corridor. Un corridor qui est resté très calme. Derrière moi, les tables et étals saccagés qui gisent encore sur le sol. Présentes, les forces de défense et de sécurité assurent qu'elles maintiendront la tranquillité des populations qu'elles invitent justement à ne pas céder à la psychose et aux rumeurs. Des rumeurs qui ont annoncé pour ce soir justement un couvre-feu qui n'aura pas lieu. Des médiations ont été entamées par l'administration et par les autorités coutumières, les chefs de village notamment, pour appeler les populations à vivre ensemble et à maintenir un climat social apaisé. Le marché du corridor, lui, restera fermé jusqu'à ce qu'une répartition efficace pour un dispatching valable soit fait aux femmes. L'actualité internationale à présent. Le Cameroun a annoncé mercredi 15 mars la libération de 5000 otages détenus dans des villages par les islamistes de Boko Haram au cours d'une opération militaire d'une dizaine de jours menée par des forces ouest-africaines. Plus de 60 terroristes ont été tués dans cette vaste opération menée entre le 26 février et le 7 mars. Aucune perte n'est à déplorer du côté des soldats camerounais, selon le porte-parole du gouvernement camerounais. Khalifa Sall et ses co-inculpés en prison depuis 8 jours sont entendus ce jeudi et vendredi par le doyen des juges d'instruction. Les chefs d'accusation à l'encontre du maire et de ses proches collaborateurs sont graves. Ils sont notamment soupçonnés de détournement de fonds publics et d'association de malfaiteurs. La justice reproche à Khalifa Sall de ne pas avoir, entre 2011 et 2015, justifié l'utilisation de 2,7 millions d'euros issus du fonds de l'État, environ 1,7 milliard de francs CFA. Extradé en Guinée le 12 mars dernier et aussitôt écroué, Tomba Diakité a été inculpé mardi par la justice guinéenne. Aboubakar Sidiki Diakité, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, est notamment poursuivi pour des faits de meurtre, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de vol à main armée, de torture, d'enlèvement, de séquestration ou encore d'agression sexuelle. Le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées dans le stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants. Un massacre commis par des militaires. Et puis, pour terminer, c'est en Amérique que nous partons. Un juge d'Hawaï donne pour la deuxième fois un coup d'arrêt au décret anti-immigration de Donald Trump. Ce texte révisé après la défaite en justice de la Maison-Blanche avait pourtant été modifié et revu par des avocats. 6 pays sont concernés, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Syrie et l'Iran. Là, il n'entrera donc pas en vigueur ce jeudi 16 mars comme prévu. Donald Trump lui dénonce une décision erronée et promet d'aller jusqu'à la Cour suprême. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI1.